les enjeux des métiers des grossistes et de la restauration. Encore une fois, une table ronde autour de ce sujet. Nous allons parler notamment comment composer une offre de distribution en produits Bleu Blanc Cœur. Pour répondre à cette question, je serai en co-animation avec Nathalie Kerwas. Et autour de cette table, eh bien, nous allons tenter de répondre, d'apporter des éléments à cette grande question que je viens de poser. Nous allons faire un court tour des tables. Vous allez avoir 2 minutes pour vous présenter, dire rapidement ce que vous faites et qui vous êtes et quel est votre lien avec Bleu Blanc Cœur. On commence avec vous, Gaël Marquez. Alors bonjour à tous, je suis Gaël Marquez, donc, je suis chef de cuisine. Donc moi je suis chef de cuisine exécutif du groupe Arcadis. Je suis également ambassadeur Bleu Blanc Cœur, donc d'où ma présence aujourd'hui. Et voilà, j'interviens aujourd'hui pour la table ronde au sujet de l'agroalimentaire et voir le sujet qu'on verra aujourd'hui, le bien manger surtout. Merci beaucoup. N'hésitez pas à bien porter votre micro à la bouche. Monsieur Macedo. Alors bonjour à tous, je suis Christophe Macedo, je suis le directeur de la restauration du groupe Louvre Hôtel. Et moi j'interviens puisqu'on travaille actuellement avec les équipes Bleu Blanc Cœur à la création d'une gamme de produits avec pour un objectif d'aller de la terre à l'assiette, donc au consommateur final, avec toutes les échelles que ça peut comporter, donc les producteurs, les revendeurs, les distributeurs, les équipes sur les sites. Et donc vraiment c'est toute cette filière qu'on est en train de construire pour pouvoir couvrir les différents moments de consommation du petit déjeuner au dîner. Philippe Robin. Bonjour, donc, je m'appelle Philippe Robin, je suis agriculteur, producteur de fromage de chèvre dans un département prédestiné au fromage de chèvre, c'est les Deux-Sèvres, donc voilà. Et donc affilié Bleu Blanc Cœur depuis quelques années, convaincu de la démarche, travaillant beaucoup dans un objectif de qualitatif sur nos produits, c'est une priorité et objectif qu'on atteint aujourd'hui avec Bleu Blanc Cœur. Voilà, et un autre objectif que vous avez atteint, vous nous en parlerez peut-être d'ailleurs d'une médaille que vous avez obtenue, voire 2 médailles, mais on en parlera durant cette table ronde, j'en suis sûr. Madame Florence Hardy. Bonjour, je m'appelle Florence Hardy, je suis la fondatrice de Maison Médélis au marché international de Rungis depuis 36 ans. Notre ADN est autour de la qualité des produits, de l'innovation et de l'engagement. Donc on s'est rencontrés autour de ces valeurs communes avec Bleu Blanc Cœur. Avec Bleu Blanc Cœur, où nous référençons aussi des produits. Nous ne sommes pas dans les produits, on va dire, protégés. Mais on vient de référencer par exemple Pointe de Penmark, qui est une très belle, qui est en Bretagne et qui est complètement dans la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc nous on s'adresse aux chefs de cuisine, aux professionnels des métiers de bouche, que ce soit en restauration, traiteurs, dans les dark kitchens, en restauration collective. Et on va distribuer nos produits, on va les sourcer, les développer, les référencer et les vendre en France et à l'export. Merci. Marcel Benezet. Alors moi je suis Marcel Benezet, je suis le représentant d'un groupement national des indépendants qui vient de fusionner, qui maintenant c'est le GHR, le groupement national de la restauration et de l'hôtellerie. Donc on représente aujourd'hui, pour la prochaine représentation patronale, on va représenter 15 000 entreprises et 180 000 salariés. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous rassembler autour des produits. Nous sommes déjà partenaires avec Éthique Océan et j'espère un partenariat bientôt avec Bleu Blanc Cœur parce que c'est notre objectif. Aujourd'hui, nous, dans notre organisation, nous prenons la qualité. Il vaut mieux des fois en mettre moins dans l'assiette, mais plus qualitatif, parce qu'aujourd'hui, les gens ont perdu l'habitude de bien se nourrir et il est important pour une bonne santé d'avoir une nourriture saine. Et donc aujourd'hui, ce que fait le GNI, c'est d'apporter l'essentiel à nos restaurateurs, que je recommande d'ailleurs d'aller souvent à Rungis, parce que c'est à Rungis qu'on trouve les meilleurs produits, c'est l'agriculture française, et qu'on y retrouve aussi Bleu Blanc Cœur avec des produits exceptionnels. Voilà. Merci beaucoup. Et nous avions Stéphane Layani justement sur la table ronde précédente tout à l'heure. Tu es un ami et que je connais très bien. La première question, c'est Nathalie qui vous la pose. Oui, Monsieur Benezet, par rapport à votre organisation professionnelle, quels sont les challenges que vous avez relevés pour mettre en place une offre d'alimentation durable ou comment on peut réellement concrétiser? Alors déjà, nous préconisons, ça veut dire, déjà on travaille sur le biodéchet. Donc ça veut dire que déjà, c'est d'acheter l'essentiel et d'acheter bien. Donc on recommande à nos adhérents
de passer par Blanquer, effectivement, parce que ce sont des produits de qualité. Et nous recommandons tout au long de la chaîne des produits. Plus le produit est de qualité, moins il y aura de déchets et plus le client sera content et reviendra chez vous. Aujourd'hui, c'est bien souvent, c'est pas toujours le cas. On peut pas, il faut s'adapter à la situation. Vous avez des restaurants beaucoup plus, des brasseries qui vont faire beaucoup plus de couverts avec des plats peut-être beaucoup à bas prix. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir en France des produits de qualité avec des prix raisonnables. Vous avez un exemple que je donnerai qui sont des adhérents chez nous. Vous avez les restaurants Chartier, par exemple, où vous allez, ce sont des produits de qualité, qui va à Rungis d'ailleurs, il est livré tous les jours, et vous avez des produits de qualité à des prix intéressants où les gens peuvent aller déjeuner chez eux ou dîner à un prix raisonnable. Mais ça reste de la qualité. Et du coup, dans ce contexte un peu inédit d'inflation des filières de qualité françaises au niveau de la restauration, est-ce que c'est un outil de différenciation qui est porteur? Alors, c'est là où je reviens, où il faut aller, justement, que je demande aux restaurateurs d'aller à Rungis, parce qu'aujourd'hui, on a le fait d'aller à Rungis, sur le marché, sur le mine de Rungis, on peut trouver des produits de très bonne qualité, avec des prix raisonnables, parce qu'aujourd'hui, le restaurateur, c'est un transformateur, un cuisinier. Nous en avons ici. Il va prendre un produit brut, parce que nous avons beaucoup les maîtres restaurateurs. Nous avons 3800 maîtres restaurateurs à la Société française des maîtres restaurateurs de France. Et nous avons aussi le fait maison, qui aujourd'hui est ancré, où le fait maison, ce sont des produits frais, majoritairement, mais ce sont des produits travaillés avec un vrai professionnel. Gaël Marquez, pour votre part, je ne sais pas si vous avez reprécisé que vous étiez chef Eurotoc également dans votre présentation. Pour votre part, quelles sont vos convictions, justement, les engagements, projets pour permettre l'accès à tous les produits issus de la transition agroécologique, et comment vous amenez justement vos convives à ça? On est, je pense, le premier acteur à pouvoir faire consommer ces produits-là à nos clients. On est forcément les mieux placés. Donc, comme disait M. Bénézé, on reçoit les produits bruts, on les transforme, et c'est à nous d'avoir cette matière première qui est bien sourcée, le but. Donc ça, c'est notre métier, c'est notre rôle de bien sourcer les produits. Notre relation avec les agriculteurs qu'on va mettre en place, une relation de confiance, savoir comment eux travaillent. Donc c'est pour ça que c'est important en tant que nous, de chefs, de rendre visite à ces producteurs, de travailler avec eux, de beaucoup communiquer avec eux, de savoir comment chacun travaille. C'est une chaîne virtueuse. Et nous, à partir de ce moment-là, on a trouvé nos fournisseurs et nos producteurs, que ce soit Bleu Blanc Cœur ou même d'autres qui travaillent dans cette même démarche. On va recevoir nos produits bruts et communiquer à nos clients en essayant de trouver le meilleur rapport qualité-prix avec nos produits français pour leur faire déguster, leur faire découvrir ces offres que nous on va mettre en place dans nos restaurants, dans nos hôtels, pour pouvoir donner déjà de la qualité à nos clients, une certitude de sourcing. Et comme disait M. Bénézé, si on donne du bon, il vaut mieux mettre un petit peu moins dans l'assiette et de meilleure qualité. Ça fera toujours revenir le client, ça le fera fidéliser. Et c'est comme je disais, une chaîne virtueuse, des bons producteurs, des bons chefs, et ça rapporte des clients. Et tout le monde est heureux, tout le monde est gagnant dans cette démarche. Du coup, merci, chef. Philippe, j'imagine que les mots du chef résonnent en tant qu'éleveur. Des bons produits, alors c'est quoi des bons produits en termes de mode de production? Alors, nous, ce qui apparaît le plus important à nos yeux, c'est... on est quand même au départ de la chaîne de l'alimentation. Et la priorité, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que les animaux qu'on élève soient en mesure de nous donner le meilleur produit. Et donc ça engage à plein de choses, hein. Ça, via l'alimentation, via le confort de l'animal, et je pense que c'est notre priorité principale de faire en sorte que l'animal soit dans les meilleures conditions possibles pour avoir en finalité un produit au top. Et après, alors sur le point notamment de notre place, nous, dans la filière, c'est aussi de dire que quand on parle notamment d'agroécologie, l'agroécologie, moi je décortique en deux mots. Il y a le côté agronomie et il y a le côté écologie. Alors nous, l'agronomie, au niveau de nos exploitations, c'est quoi? C'est simplement de dire qu'on a un sol, c'est-à-dire qu'on est avant tout on cultive notre sol, et de faire en sorte
qu'on apporte, qu'on nourrisse notre sol. Et qu'est-ce qui nous permet de le faire aujourd'hui, notamment de par notre métier d'éleveur, c'est que on apporte via tout simplement nos fumiers, hein, c'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que nous, dans nos sols, l'objectif c'est d'avoir de la matière organique. Et donc, voilà. Et le meilleur biais pour apporter de la matière organique à nos sols, c'est nos effluents d'élevage. Donc ça, c'est ce qui correspond déjà à notre vision de l'agronomie. C'est en priorité de nourrir nos sols. Et après, sur l'aspect de l'écologie, c'est aussi via les démarches qu'on entreprend, notamment donc, notre implication au sein de la filière bleu blanc cœur, c'est de préserver la santé de nos animaux. Moi, c'est souvent le curseur que je mets en priorité, c'est-à-dire que l'apport de lin dans nos rations fait en sorte qu'on a des animaux qui vieillissent très très bien. Moi, par exemple, sur mon troupeau, quand je fais un comparatif avec des moyennes départementales et régionales, j'ai pratiquement un troupeau qui vieillit 1 an de plus. Donc déjà, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue écologique, déjà, on a atteint nos objectifs. Donc voilà, grosso modo, mon implication à la filière bleu blanc cœur, c'est ça, c'est de répondre à toutes ces obligations, ouais, parce que mon métier c'est ça, et c'est aussi d'aller sur la qualité via nos produits, et notamment, comme tu le disais, par quelques récompenses, notamment sur le concours où on a eu deux médailles. Et voilà, c'est aussi que l'objectif est atteint. Merci, parce que j'ai envie de souligner, c'est très beau la façon dont tu le présentes, parce que tu nourris le sol, et effectivement, un sol bien nourri, bah, c'est une plante dense nutritionnellement, respectueuse de l'environnement, tu nourris bien tes animaux. On a des bons produits qui ont été récompensés par des médailles ici au concours général agricole, mais il y a aussi des impacts nutritionnels et environnementaux, des chèvres qui produisent moins de méthane, ça c'est mesurable, et finalement c'est le point de finale qui n'est pas forcément la motivation première, mais qui est le résultat d'un très bon travail. Donc merci à toi de nous l'avoir décrit comme tel. Merci beaucoup. Christophe Macedo, en ce qui concerne vos stratégies et la stratégie RSE autour de l'offre alimentaire durable, vous allez nous en parler justement. Et comment les produits bleu blanc cœur rencontrent chez vous justement tous les aspects de cette stratégie? Comment vous la développez? Alors, nous, on travaille depuis quelques années sur un énorme projet du moins mais mieux. Alors, du moins mais mieux à plusieurs échelles, hein. Ça va moins consommer d'eau pour les clients en chambre. Ça peut être un client à qui on propose de ne pas faire de recouche entre deux nuits et on lui remet un coupon qui s'appelle la mise au vert et qui automatiquement lui donne une remise lorsqu'il vient consommer au restaurant en valeur euro. Ça va être aussi sur des clients qui vont faire du covoiturage s'ils doivent sortir le soir. Et effectivement, on arrive maintenant à ce tournant dans lequel on devra tous aller, ou je dirais même on ira tous, qui est une consommation beaucoup plus responsable. Il y a cette notion de santé, puisque les gens aujourd'hui, le capital santé au niveau du consommateur, il intègre réellement sa consommation dans son capital santé. Il y a toutes les évolutions qu'ont amené les pandémies, mais je dirais aussi tous ces voyages et tous ces clients qui sont nomades, où on consomme différemment avec de la restauration sur le pouce et de la restauration à table. Et on a peut-être mis en arrière-plan à tort pendant pas mal d'années quand je dis les bons produits, c'est les produits dits sains. Alors quand on dit un produit sain, il y a plusieurs typologies de catégories. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le client, il est prêt et il souhaite consommer des produits dont il a l'historique. Donc il ne suffit pas de lui raconter l'histoire, il faut qu'il l'ait. Parce que les conteurs d'histoire, il y en a des beaux, mais il faut que ce soit tangible. Il faut que les éléments soient tangibles. On a la chance d'être en France, donc on sait faire de bons produits. On a de très bons producteurs et qui aujourd'hui reprennent un peu leur lettre de noblesse parce qu'on les a mis aussi au second plan pendant pas mal d'années. Et donc nous, aujourd'hui, dans notre stratégie, c'est de dire, quelle que soit votre façon de consommer, vous n'aurez plus cette notion de profusion, puisque ce n'est plus les manques qu'on va chercher. Par contre, ce qu'on va vous mettre, ça va être de bons produits. Et de bons produits, je pense que ça commence par une bonne éducation au niveau des scolaires et des tout-petits, que nos enfants réapprennent à consommer des légumes, du poisson, de la viande, enfin tout ce qu'on veut, mais de bons produits, déjà dans leur parcours éducatif au niveau de la culture du goût, et que derrière, les acteurs comme Gaël, voilà, prennent le relais des agriculteurs, ou Florence quand elle les distribue, et que chacun
soient acteurs de ce changement et de ce mouvement. Et je pense que ça va s'inscrire dans nos modes de consommation. Les gens vont naturellement moins consommer et donc de fait mieux consommer. Très intéressant parce que le sujet des enfants revient régulièrement sur les tables rondes. Très intéressant, effectivement. C'est les futurs prescripteurs, hein. Bien sûr. Nathalie. Oui, Florence, on t'invite à prendre le micro. Du coup, tu nous as présenté, tu es implanté sur Rungis dans un schéma particulier. On a parlé de moins mais mieux. Tu n'opposes pas les modèles et au contraire, tu accompagnes cette transition écologique. Est-ce que tu peux nous en parler? Depuis 36 ans, on fait des produits de qualité, des produits gastronomiques. Et on va voir les producteurs, on va voir les fournisseurs. Et on est très sourcilleux, en fait, de la façon dont c'est produit. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur des produits éco-responsables, sur des produits qui vont prendre en compte tout ce qui va être ressources, la préservation des ressources, la préservation que ce soit en eau. Et donc, on va aller sur du local et du végétal. Donc, nous, on a depuis 3 ans développé des gammes importantes en végétal et protéines végétales pour alterner les consommations. Dans une dimension, en fait, parce qu'on peut consommer moins et mieux, il faut le faire, mais aussi il faut alterner les consommations. Sur ces consommations-là, il faut ramener de la protéine végétale. Par exemple, nous, on va proposer aux chefs, par exemple, les produits de chez Planted, qui sont des substituts à la viande. On est à 24 grammes de protéines au 100 grammes. Le poulet, on est à peu près à 27 grammes. C'est-à-dire comment aussi, comme dans les produits de nos agriculteurs, nos agricultrices, comment dans les produits qui vont être végétaux, il y a des très bons produits, mais surtout, il y a beaucoup de très mauvais produits. C'est parce qu'un produit est vegan ou végétal, il va répondre en fait à une croyance ou à une demande, mais il n'est pas forcément sain pour la santé, il est peut-être destructeur pour la planète. Et nous, notre métier, c'est de dire voilà, tout ce qu'on a appliqué aux produits conventionnels, aujourd'hui, on va aller rechercher ces produits-là qui vont aller sur une demande du client éco-responsable, qui voudra aussi être flexitarien de plus en plus. Et aussi, dans un restaurant, comment en fait le restaurateur peut répondre d'une façon proactive à une table où les convives n'ont pas le même mode de consommation. Pour ne pas dire, tiens voilà, je prends ma salade César, j'enlève le poulet, c'est un plat végétal. C'est-à-dire comment en fait on amène une professionnalisation, une rigueur et un travail à même niveau, comme peut faire par exemple sur... Il y a de la restauration ethnique qui le fait déjà très bien, mais parce que c'est, je veux dire, c'est culturel. Comment nous, en fait, souvent en fait, on oppose les systèmes parce que culturellement, déjà, ce qu'on a dans notre assiette nous appartient. Ce qu'on a dans notre assiette, ça fait partie de l'intime, il n'y a pas à juger. Et puis avec ça, on ramène aussi notre capital familial, nos racines, ce à quoi en fait on croit et ce à quoi on tient. Par contre, c'est comment on évolue dans notre consommation, parce qu'on peut aussi avoir une consommation très monotone, si je puis dire, mais qui soit de très mauvaise qualité, si on parle par exemple de l'élevage intensif, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que ce soit sur des produits végétaux, protéines végétales, mais aussi on fait du foie gras et du caviar. C'est à chaque fois avoir une démarche où on va aller chercher la qualité du produit, des produits clean label, c'est-à-dire fait avec le moins d'ingrédients possible et des produits le plus naturel possible. Aussi, aller sur des labels, comme Bleu Blanc Cœur est un label aujourd'hui, parce que en fait, à travers ça, c'est défendre et valoriser les producteurs et les productrices. Et ça fait partie de notre histoire et de notre capital. Et c'est plus important. Merci beaucoup. Et qui sait, peut-être un jour un fromage de Philippe Robin chez Médélis ou aux mines de Rungis. En quoi justement ça peut être important pour vous, Philippe, que d'avoir vos produits qui passent par l'intermédiaire du mine de Rungis? Alors le mine de Rungis, je l'ai découvert il y a 1 an. Parce que voilà, ça fait quelques années qu'on transforme, mais c'est vrai que voilà, on s'est dit voilà, il faut qu'on découvre un peu ce qu'est ce milieu de Rungis. Et certainement j'y suis allé au début en disant ça va être facile. Parce que j'étais sûr de moi, parce que je me disais, j'essaye de faire des produits de qualité. J'ai dit, mais normalement, je ne dois pas avoir de soucis à Rungis, notamment en plus Bleu Blanc Cœur. Je me suis dit, je dois pouvoir y trouver ma place. Ça fait 1 an, on a pris le temps de rencontrer des gens, des grossistes, de présenter nos produits, qu'ils ont dégustés, qu'ils ont aimés. Et voilà, au fil du temps, les semaines passent, les mois passent. Un petit coup de fil de temps en temps, oui, je pense à vous, je ne vous oublie pas. Et les 2-3 fois que je suis allé à Rungis, j'ai été énormément surpris
de rencontrer très peu de restaurateurs sur Rungis. Parce qu'il me semblait que c'était le lien, enfin de peu que j'entends, hein, comme vous disiez, que voilà, les restaurateurs s'approvisionnaient sur Rungis. Et moi, j'ai été étonnamment surpris d'en voir très 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 peu. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez peut-être une explication? Un élément de réponse? Oui, je peux répondre un petit peu, même si je ne suis pas forcément habilitée à répondre pour l'ensemble du marché international de Rungis. Les restaurateurs se servent à Rungis. La plupart se font livrer. Par contre, ils viennent à Rungis à leur changement de carte, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par an, pour s'imprégner des produits parce qu'avant tout, ce sont des professionnels où c'est le produit qui est le principal. Ils n'achètent pas de la référence, ils n'achètent pas du catalogue, ce sont des spécialistes du produit. Donc, en effet, sur place, il y a moins de passages parce que ce sont moins des acheteurs-enleveurs. Ils sont dans leur cuisine et en fait, au fur et à mesure des années, ça a été réparti. Mais ils viennent toujours à Rungis, mais pas de la même façon. C'est pour ça que, par exemple, nous, on a fait un espace d'animation dans notre site, avec une cuisine professionnelle, avec un stand, un corner bleu blanc cœur, pour communiquer. C'est-à-dire qu'on a de la communication tous les jours, on a la communication. Et sur la distribution, que ce soit les grossistes, les distributeurs, etc., il est vrai que parfois, et on en parlait tout à l'heure, on n'a pas cette notion peut-être de temps un peu long. On va l'avoir sur la production. Et on a l'impression que, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fabrique ces produits et on est sûr de son produit, et on sait qu'il est qualitatif, on ne voit pas où est le problème. Tout le monde le veut. Et en fait, c'est comme un restaurateur, il peut dire, moi, ce que je fais, c'est extraordinaire, mais c'est le client qui a raison, au bout du compte. C'est qu'est-ce que les clients veulent. Donc, ce que je veux dire, c'est que le grossiste, c'est vraiment le lien entre la production et le chef, la production, les consommateurs. Et c'est vraiment faire en sorte de faire des lancements et d'accompagner les produits, et pas de les mettre comme ça et de les abandonner. Donc, peut-être que vous avez... il y a peut-être d'autres coups de fil à passer. Mais ce que je veux dire, ça ne me surprend pas qu'il y ait un temps plus long que prévu. Parce que la distribution s'est professionnalisée. La distribution doit se professionnaliser, doit accompagner les produits, doit accompagner ses forces de vente, doit accompagner le client. Parce que si le restaurateur doit avoir l'information de la qualité du produit et savoir le vendre à ses clients, tout ça, c'est ce lien et tout ça, c'est cette communication et ces dégustations, etc. Donc, en effet, il y a un temps long qui est peut-être un petit peu trop long pour vous, mais comme la production, c'est vrai. Ah, alors une autre intervention, peut-être après avec M. Macedo et M. Benzé, étant donné que vous êtes client également. Ce qui est surprenant, c'est que au fil des rencontres qu'on fait ici au sein de Blanqueur, on rencontre des restaurateurs. Et vraiment, ils sont intéressés par nos produits, ils sont convaincus et tout. Et je me dis, mais alors comment on fait? Comment on fait vous? Et je leur dis, allez voir vos grossistes. Dites-leur que moi je veux ce produit-là parce qu'il me plaît. Ça marche comme ça ou non? Monsieur Benzé? Oui, alors, moi, ce qui m'a séduit d'ailleurs chez Blanc-Blanc-Cœur, c'est d'ailleurs ce qui est sur le pareil, pour la terre, les animaux et les hommes. Aujourd'hui, le client qui va dans un restaurant, il a besoin d'avoir une histoire. Il veut savoir d'où c'est parti et où, quand ça arrive dans son assiette. Il a besoin qu'on lui raconte, on va lui parler de la ferme, du fermier, même souvent les restaurateurs aujourd'hui se déplacent beaucoup en province, ils vont dans les fermes aujourd'hui. Moi, j'ai pas mal de restaurateurs qui prennent leur week-end, ils vont en Normandie, ils vont en Auvergne. Alors, on a beaucoup d'Aveyronais à Paris, on a la chance d'avoir beaucoup d'Aveyronais qui ont même leurs élevages, où ils investissent dans des élevages dans l'Aveyron, en Lozère, où ils ont des élevages, où ils ont un produit de qualité, où ils peuvent raconter une histoire. Et aujourd'hui, le client a besoin de ça. Le client ne se laisse pas embarquer dans un produit sorti du sous-vide. Et puis, non, aujourd'hui, le client a besoin qu'on lui raconte d'où c'est parti. Ils adorent ça. Et aujourd'hui, si vous leur racontez une histoire sur le produit, vous êtes sûr que ça marche. Et du coup, par rapport à la question de M. Robin, parce que vous représentez les restaurateurs utilisateurs finaux, comment faire en sorte, est-ce que c'est la demande de vos partenaires qui vont impulser la dynamique via Rungis? Alors nous organisons fréquemment au sein du GHR, nous organisons des réunions de restaurateurs où justement nous parlons de tous ces produits parce qu'aujourd'hui,
Malheureusement, la profession est des fois un petit peu endormie, certains, pas tous. Nous avons de très très bons restaurants à Paris, et ça, il y en a plus de bons que de mauvais. Mais effectivement, aujourd'hui, nous rencontrons des fois des difficultés parce que vous avez des jeunes qui ne veulent plus faire ce que moi j'ai fait. Moi, j'allais 2 fois par semaine à Rungis et j'ai gagné ma vie parce que j'allais à Rungis. Moi, je leur dis, allez à Rungis, si vous voulez gagner de l'argent, allez chercher votre tête de veau, allez chercher votre foie de veau, allez chercher vos fromages. Moi, je me rappelle l'aller des fromages, mais surtout que le restaurateur, il n'a pas le même besoin que le fromager. Donc vous arrivez à trouver des fromages qui sont affinés et que le grossiste va être content de vous les vendre à un prix intéressant au restaurateur et vous allez faire, il y a de l'argent à gagner. Mais aujourd'hui, le restaurateur, moi, je suis triste de le dire, mais ce sont bien souvent des fonctionnaires de la restauration et ça m'ennuie un petit peu et là je suis d'accord avec vous, il faudrait qu'ils se réveillent un petit peu. Et à mon avis, on est là pour faire ça aussi, on est là pour les réveiller aussi. Mais c'est vrai, quand on organise des réunions de restaurateurs, parce que nous avons l'école Médéric, par exemple, qui est l'école de la profession, qui est l'école de mon organisation professionnelle, qui a été faite par les restaurateurs en 1933, parce qu'il y avait déjà un souci de formation, mais on doit leur apprendre la valeur du produit. La valeur du produit, c'est parce que quand vous l'achetez. La valeur du produit, elle a commencé de la terre à l'assiette. Et là, il y a une histoire à raconter. Et le rôle du restaurateur, c'est de raconter cette histoire. Il a un pigeon qui vient de la volière. Il faut qu'il raconte quelque chose parce que c'est la vérité. Pas qu'il essaie de troquer le client, parce que le client, vous allez le troquer une fois, mais pas deux. Donc, il est très important pour fidéliser la clientèle, c'est le produit et c'est la démarche de Blanc-Blanqueur. De par son appellation, par la terre, les animaux et les hommes. Parce que si on ne prend pas soin de l'animal, on n'a pas un bon produit à la sortie. Si vous avez des vaches, des chèvres qui sont maltraitées, le lait ne sera pas très bon, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc c'est très important de traiter de toute la chaîne dans sa valeur la plus extrême. Merci beaucoup. Monsieur Massello, vous voulez rajouter quelque chose? Il y a tellement de choses intéressantes qui ont été dites. Moi, je vais juste faire un parallèle, parce que c'est vrai que beaucoup de restaurateurs, et nous, pour être implantés sur le marché de Rungis, vont encore à Rungis. Mais si je parle de ma propre expérience et de l'entreprise que je représente aujourd'hui, on a à peu près 800 points de vente en France. Donc, ces points de vente passent par des réseaux de distribution. Et je pense que l'une des clés, ou la clé principale, puisqu'on est tous globalement convaincus, c'est de pouvoir donner accès à certains produits, à certaines gammes, sur des produits du type Bleu Blanc Cœur. Et aujourd'hui, la problématique, je parlais tout à l'heure du parcours de commencer par l'éducation au niveau des enfants, c'est que souvent ces entreprises couvrent de la collectivité, de la restauration commerciale, de l'armée, et ils se retrouvent avec 5 ou 7 000 références. Et du coup, quand vous avez 5 000 ou 7 000 références et que vous, en tant que client, prescripteur, vous arrivez en demandant d'avoir un yaourt Bleu Blanc Cœur par exemple ou un fromage Bleu Blanc Cœur, on va tout de suite vous demander quelle est la plus-value, quel est le volume, combien vous allez en vendre, ce que ça va rapporter. Et il faut remonter la filière à l'envers, c'est de dire aujourd'hui, si vous voulez créer une différence, et les gammes, je ne dis pas que les gammes sur le réseau de distribution ne sont pas bonnes. Je dis simplement qu'il va falloir substituer ces produits parce que ça va devenir mandatory. Les gens vont vouloir manger de bons produits. Le référentiel va se faire de plus en plus en GMS, puisqu'il y a aussi aujourd'hui en GMS l'accessibilité à ces produits-là. Si on commence par les rendre disponibles et visibles, forcément il y aura un travail de rationalisation. Et je pense que ce travail-là, il sera mené assez rapidement. Ça va s'accélérer dans les 6 à 18 mois à venir, parce que le client ne voudra pas consommer différemment. Il le voudra. Donc si à un moment le client final veut avoir accès au produit et que dans la distribution il ne l'a pas, il trouvera un moyen de se le faire sourcer. Merci. Donc il faut continuer à être patient, mais les choses peuvent évoluer très vite. Je ne sais pas si Gaël, vous voulez commenter. Est-ce que c'est difficile de se sourcer en produits de qualité? Alors, c'est pas difficile de sourcer en produits de qualité, mais c'est comme disait Christophe, aujourd'hui, il y a tellement de références qu'il peut y avoir des jeunes restaurateurs qui peuvent être perdus dans ce marché où il y a tellement de références, tellement d'offres, qu'en tant que professionnel, on peut même être troublé et se faire avoir, même que ce soit par des distributeurs ou des fournisseurs. On va vendre le meilleur produit, etc. Puis voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, pour revenir aussi un petit peu sur ce que disait monsieur, aujourd'hui, en tant que restaurateur, des fois, on n'a pas forcément le temps d'aller aussi d'aller à Rungis. Il y a des distributeurs qui sont
qui sont là, c'est leur métier, donc on se fournit. Donc voilà, comme disait madame, on va y aller 3, 4, 5 fois dans l'année pour voir les produits et se distribuer, mais beaucoup n'ont pas le temps de faire ça. Il y a des jeunes restaurateurs aujourd'hui, donc il y en a beaucoup qui ont la chance d'être sur Paris avec énormément de clientèle, etc. Mais il y a beaucoup de restaurateurs qui sont en province, ils peuvent pas vraiment se déplacer, ils travaillent tout seuls ou en couple, donc ils ne peuvent pas fermer leur restaurant, se dire je vais aller me faire une journée à Paris, à Rungis, parce que c'est des frais, etc. Donc on va faire confiance aux distributeurs, on va faire confiance, et c'est à ce moment-là où en fait on rentre dans une relation. Si on n'a pas une relation de confiance avec son distributeur et les producteurs, c'est là qu'on peut tomber sur des mauvais produits et en faire en plus après un mauvais usage. Alors on a un résultat qui va être d'autant plus catastrophique, quoi. C'est vrai que nous, en tant que cuisiniers, si on a un bon produit de base et qu'on arrive vraiment à se le sourcer beaucoup plus facilement, nous, ça nous facilite le travail parce que le produit va parler de lui-même. Limite, on n'a même pas besoin de trop le transformer pour avoir une qualité qui va être optimale et vraiment faire plaisir aux clients. Et aujourd'hui, il faut trouver vraiment cette possibilité de pouvoir essayer de faire disparaître ces gammes de produits qui soient infects, hein, on peut dire le mot, qui soient infects, des produits industriels qu'on ne devrait même pas distribuer, que ce soit à nos enfants dans les cantines, que ce soit dans certaines chaînes, etc. Donc qui sont vraiment très discutables. Et aujourd'hui, si on arrivait à avoir que des offres de bons produits à des prix abordables, ça revient à ce que disait Christophe, il faut remonter la filière à l'envers. Et aujourd'hui, si on a que le choix d'avoir des bons produits, ce sera beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, malheureusement, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et tant qu'on aura des produits qui seront très mauvais, mais qui font gagner de l'argent, on sera toujours confronté à ce problème. Mais du coup, si je me permets de voir le verre à moitié plein, c'est quand même rassurant ce que vous dites. C'est que, entre ce que monsieur Macedo a dit sur va y avoir un changement à court, moyen terme, et puis ce travail collectif qui est fait par Bleu Blanc Cœur, c'est vrai qu'on peut, des fois, quand on est en amont des filières, avoir la tendance, comme tu dis, se demander est-ce que ça va se transformer ou pas, mais c'est un travail qui est essentiel, d'accompagner le distributeur, de rencontrer les restaurateurs, d'expliquer le métier, parce qu'il y a une vraie attente, c'est ça, c'est ce que je comprends. Alors oui, ça fait partie de notre métier, de notre mission, et je pense qu'il y a quelque chose qui est... Pour pouvoir vraiment toucher le consommateur, il faudrait qu'on arrive, les métiers de la restauration, à pouvoir joindre nos forces avec la GMS, c'est ce qu'on disait, parce qu'on est trop vraiment séparés. Et tant qu'en GMS, on arrivera à trouver des fraises au mois de décembre, de toute manière, on aura un problème à partir de là. Si, ne serait-ce que de base, on respecte les saisons et on les distribue correctement, ça sera déjà un énorme pas qui sera fait déjà en avant. Et si le métier de la GMS faisait déjà aussi cet effort-là, on serait déjà bien avancé, nous, en tant que restaurateurs, parce que le consommateur aurait une habitude de consommation qui serait différente et on n'aurait pas à se confronter vraiment à ce souci, à devoir expliquer et à devoir mettre sur nos cartes, comme disait Monsieur Bénézé, notre poulet qui vient de la ferme d'un tel, etc. Enfin, ce serait vraiment beaucoup plus simple, quoi. Merci Gaël Marquez. Christophe Macedo. Ouais, moi, je voulais juste rajouter, pour apporter une touche supplémentaire de positif, si on regarde le verre à 3/4 plein, vous avez quand même là la preuve que tout le monde en est conscient, puisqu'on a la maison Médélis, qu'en plus j'ai la chance d'assez bien connaître, qui vend des produits d'exception, mais qui vend aussi des produits de qualité accessibles à tout le monde, et donc à toutes les filières. On a la chance d'avoir des agriculteurs, on a la chance d'avoir des représentants de nos métiers, on a la chance d'avoir des chefs. Donc, quelque part, vous avez là, alors je ne vais pas dire un 360 des personnes pour bien faire manger les clients, mais on a une grande partie déjà de tous les intervenants, et tous les intervenants en ont conscience. Donc il faut juste un peu comme une belle recette. Voilà, les ingrédients sont là, la cocotte est prête, le four est allumé. Il faut juste que chacun mette la bonne dose. Je pense qu'on a tous envie, il faut trouver cet équilibre. Et justement, comment apporter des éléments de communication autour de ces sujets ? Alors, il y a deux choses au niveau de la communication. Si on communique, il faut vraiment le faire, parce que sinon ça devient de la publicité. Et il ne faut pas faire de publicité mensongère. Je pense que la meilleure communication, c'est les actes. De vrais actes, bien faire manger les gens, que les gens s'en rendent compte, que les gens prennent conscience, qu'on a pris conscience de leurs problématiques. Parce que le métier d'un restaurateur, c'est avant tout de faire plaisir, mais c'est de se faire plaisir. Donc je pense vraiment qu'on est vraiment dans une approche
où il va falloir mettre tout cela en place, encore une fois, avec les réseaux de distribution. La GMS s'y met, on ne le voit pas, mais nous, on va souvent se benchmarker par rapport à la GMS et on commence à avoir de plus en plus de produits dits sains au niveau de leur linéaire. Donc, si tout le monde fait un effort et y va ensemble, je pense que la communication se fera naturellement. Il faut aussi que les institutions et le gouvernement nous aident, ça à ce niveau-là, puisque nous, on est un des maillons, mais il faut qu'on rende la nourriture de qualité accessible à tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun fasse un effort, que chacun consomme différemment. Voilà, Florence parlait tout à l'heure de flexitarisme. Effectivement, on veut pouvoir consommer des lentilles un soir et une belle côte de bœuf le lendemain parce que c'est nos façons de consommer. Et c'est comme ça que notre patrimoine culinaire a été conçu. Et il faut que ça, tout le monde puisse y avoir accès. Malheureusement, quand aujourd'hui on est sur des marchés inflationnistes, les gens, la première chose sur laquelle ils essaient de moins rationaliser, c'est quand même la nourriture. Et si on veut que la nourriture soit accessible et qu'on veut de la qualité, il faut peut-être leur dire, tu manges peut-être 1 ou 2 fois de la viande dans la semaine. Par contre, tu vas manger cette viande-là, elle sera bonne pour toi, elle sera bonne pour la planète, elle sera bonne pour les gens qui travaillent et qui travaillent sérieusement, et bonne pour ta santé. Il y a de la formation, de la pédagogie à apporter à toutes les parties prenantes, très certainement. C'est indéniable. De toute façon, la pédagogie, moi je suis métier de cuisinier. Alors j'ai pas fait Médéric, mais j'ai fait une sœur ou une cousine qui était Ferrandi. Il y a plus d'une trentaine d'années, on en parlait déjà. Je ne pense pas que ce se soit perdu. On a toujours eu cette conscience, en tout cas quand on faisait ces écoles-là à l'époque, de se dire qu'on avait la chance d'être dans les grandes écoles, les belles casseroles, les bons produits. Voilà, moi j'ai connu Rungis, j'étais un peu plus petit, un peu plus svelte à l'époque. Et déjà le discours était le même. Il y avait par contre des choses qu'on n'avait pas anticipées qui étaient l'accessibilité à tout. Aujourd'hui, on a tout de suite. Donc on ne crée plus de besoins, mais à tous les niveaux, que ce soit dans l'alimentaire, que ce soit dans les technologies. Aujourd'hui, vous voulez quelque chose, vous le commandez, vous êtes livré le lendemain. À l'époque, c'était un peu plus compliqué, quels que soient les besoins. Donc on a apporté à ces nouvelles générations, je dirais peut-être on leur a appris à marcher trop vite. Et c'est aussi le cas pour l'alimentation. Voilà, il y a la génération plat sous vide, il y a la génération micro-ondes. Et j'ai rien contre ces produits-là parce que ça répond à un certain besoin à un instant T. Mais je dis juste que les gens, alors on a beaucoup parlé que les gens n'avaient plus le temps de cuisiner ou cuisinaient plus. Et puis on a eu une pandémie. Et là, bizarrement, on a recruté 40 millions de cuisiniers et de cuisinières en France. Tout le monde s'est mis à cuisiner, ce qui est très très bien, à retrouver du goût de cuisiner, à se dire qu'en prenant 3 carottes et en mettant un bouillon de volaille, on savait faire une bonne soupe ou une bonne... Donc ce qui est génialissime. Et ça perdure. Donc il faut profiter de cette dynamique qui nous est aujourd'hui offerte. On a accès à ces bons produits, donc ça c'est facile. On a plein de réseaux sociaux qui aujourd'hui permettent de faire des recettes sur 1 minute 30, en tout cas de l'avoir sur 1 minute 30. Donc il n'y a plus cette difficulté. Et je dirais presque qu'il y a un phénomène de mode où tout le monde veut cuisiner ou bien cuisiner. Donc l'avantage, c'est un peu, si je devais faire un parallèle avec la course automobile, plus la voiture est bonne, si vous mettez un bon pilote, vous avez quand même plus de chances de gagner. Donc là, on a plein de bons produits, on les rend accessibles, les gens ont envie de cuisiner, qui profitent de toutes ces personnes qui les mettent en avant. Ça peut être du professionnel, ça peut être du particulier, mais en tout cas, voilà, ça simplifie l'approche. Et derrière, on a aussi cette émergence de la communication des agriculteurs, qu'on n'avait pas forcément, qui aujourd'hui prennent plus la parole, voilà, se mettent en avant, et ils ont raison, parce que c'est quand même les premiers. C'est que sans agriculteurs, il n'y a pas de table ronde, il n'y a pas de sujet. Donc aujourd'hui, quelque part, ils reprennent la légitimité qu'ils ont en disant « Nous, on est là, on fait bien le job, on vous rend les produits disponibles, à vous de prendre le relais et maintenant de l'amener jusqu'au consommateur final. » Merci beaucoup. Vous avez parfaitement répondu, je dirais, à tout ce qui était sujet de communication, pédagogie, formation. Est-ce que vous souhaitez justement intervenir? Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, parce que c'est comme ça qu'on souhaitait terminer la table ronde. Alors peut-être sur la communication, et peut-être ça répond peut-être à une demande, il faut former les commerciaux des distributeurs. Il faut former dans les écoles de cuisine, peut-être avec plus de diététique. C'est-à-dire comprendre aussi ce qui se passe. Et je pense qu'il faut une information méta. C'est-à-dire que
Le consommateur, qu'il soit dans un restaurant ou lorsqu'il achète ses produits, il a besoin de savoir ce qu'il achète. Donc il y a l'étiquetage sur le produit, il y a l'étiquetage sur le lieu de consommation, le lieu de vente. Sur la carte d'un restaurant, on peut très bien faire de la communication. Et surtout, avoir une information, c'est quoi notre alimentation d'aujourd'hui, quelle alimentation on veut demain, comment on veut consommer, produit par qui, etc. Et je pense qu'il y a aussi des tables rondes comme aujourd'hui, c'est-à-dire que plus on en parle, plus on va sur du contradictoire. J'avais une conversation très intéressante tout à l'heure parce qu'en fait, on récupère de l'information, il faut récupérer de l'information. Et puis peut-être qu'un des meilleurs vecteurs de communication, c'est nous. C'est à nous de faire le job. C'est à nous, on a chacun à faire notre part. C'est-à-dire qu'on doit défendre les producteurs, les productrices, on doit défendre les bons produits, on doit défendre les labels et on doit défendre la consommation de qualité pour tous. Avec des produits qui restent accessibles et avec cette notion de goût, de saveur et de plaisir. C'est-à-dire que l'alimentation ne peut pas être une alimentation saine, c'est pas de l'alimentation médicament qui va nous faire du bien, mais où en fait on se punit. C'est comment, avec toute cette démarche, ben, on reste sur le plaisir. Parce que l'alimentation avant tout, et on est dans un patrimoine en France qui est extraordinaire là-dessus, c'est vraiment garder cette notion-là. Merci beaucoup. Quelqu'un souhaite rajouter quelque chose? Monsieur Alors, moi, je voulais Bénézé. finir parce que justement, il parlait de Ferrandi. Moi, je suis administrateur de Ferrandi, de la grande école de cuisine de Paris, enfin parisienne, qui est maintenant mondiale parce qu'on parle étranger. Et effectivement, c'est ce sujet qu'on aborde avec nos élèves. Et alors, moi, je finirai en disant saisonnalité, circuit court. Et aujourd'hui, on peut très bien faire de la très bonne cuisine avec du circuit court et de la saisonnalité. Et vous avez une assiette qui comme nulle part ailleurs, quoi, je veux dire. Aujourd'hui, c'est pas la peine d'aller chercher des produits qui font 12 heures d'avion pour arriver sur nos assiettes. C'est pas nécessaire. En France, on a les produits et on a le savoir-faire. Voilà, donc c'est tout. Je voulais finir comme ça. Merci beaucoup. Philippe, vous vouliez rajouter quelque chose pour conclure? Tout simplement que nous, en tant que producteurs, c'est vrai que depuis 40 ans que je suis installé, les schémas, ils étaient calés dans la distribution. Ils sont établis depuis des décennies où nous, notre rôle, c'est de produire. Et je pense qu'on est tout doucement en train de se réapproprier certaines choses. Alors, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la conviction. Et je pense que si je veux parler un peu d'avenir et de la génération, parce que, vous savez, moi je suis éleveur et quand je vois la dégringolade des éleveurs dans ma région, je suis très inquiet. Et je pense que le rôle des jeunes éleveurs de demain, parce que ça va arriver très très vite, c'est que cette démarche-là, de justement sortir un petit peu de son exploitation, d'aller chercher cette qualité et de la mettre en avant, ça sera leur métier de demain aussi. Et ça, il va falloir les accompagner. Il va falloir les accompagner dans ce schéma-là, d'avoir le contact avec vous, parce que c'est vrai qu'il faut le créer, et il faut des liens. Et si j'avais un souhait à formuler à l'issue de cette table ronde, c'est que dans quelques années, il y a plein de jeunes là, agriculteurs autour de la table, là, qui soient là et qui disent « nous on a compris ». Si j'avais juste un souhait à formuler, ça serait ça. Voilà, mais c'est vraiment tendre la main et en fait faire part de nos expériences. Je pense que la distribution a vraiment cette richesse d'avoir le lien entre le consommateur, le chef et la production. Et c'est ça notre valeur ajoutée, c'est de favoriser en fait la rencontre, de favoriser les produits, de pousser les bons produits, de faire son métier, d'aller sur place, de sourcer et d'avoir des produits de qualité et de les rendre accessibles. C'est ça notre métier. Et voilà, et donc c'est vers ça qu'il faut aller de plus en plus. On est beaucoup à le faire, mais on peut faire encore plus, on peut faire mieux. Merci beaucoup. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette table ronde avec Nathalie Carrois. Non, Pour une fois, c'est toi qui vas terminer la Non, je table ne vais pas ronde. conclure, mais je vais juste ajouter quelque chose. Il y a comme un challenge que Philippe a adressé. Et puis je pense que notre responsabilité cette année, mais avec ton aide Philippe et puis tous les producteurs qui sont autour de la table, c'est que pendant l'année, on vous invite les uns et les autres à venir découvrir les fermes engagées Bleu Blanc Cœur pour créer la connexion. Et puis que peut-être l'année prochaine, on donne rendez-vous avec une table ronde telle que tu l'as formulée, avec plein d'éleveurs jeunes qui viennent échanger avec vous. Et en tout cas, c'est une très belle proposition. Merci beaucoup pour tout cela. Merci beaucoup, Bleu Blanc Cœur, l'art de la connexion.